Journée de prière pour les églises de France à la mémoire de Monseigneur Romero. Pologne, les négociations cruciales, solidarité gouvernement ajournées. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. 148 km à l'heure. Le vent a soufflé et soufflé fort cette nuit à la pointe du Raz. À Brest et à Ouessant, la tempête atteignait 122 km à l'heure et toute la nuit, des vents de force 9 à 10 ont balayé les côtes de la Bretagne et de la Manche. Jusqu'à présent, cette tempête n'a pas fait beaucoup de dégâts. La situation s'est d'ailleurs nettement améliorée au cours de cette journée et nous verrons à la fin de cette édition ce que nous promet la météo pour la journée de demain, lundi. L'événement prévisible d'ailleurs de cette journée de lundi, ce sera la réunion à Maastricht, en Hollande, du sommet européen. Pardon. Depuis 1974, on ne dit plus sommet, mais Conseil européen. Ce sera la 19e édition de ce Conseil et au programme des responsables des 10 pays du marché commun, les grands problèmes qui divisent l'Europe aujourd'hui. Pierre-Marie Thiaville est déjà pour Antenne 2 à Maastricht. Maastricht, une ville moyenne de 100 000 habitants sur la Meuse, riche en monuments historiques, mais manifestement privée de ces énormes palais des congrès qui habituellement abritent les sommets européens. La réunion plénière de demain se tiendra dans un hôtel de ville de dimension assez modeste. Le centre de presse est tout simplement installé dans une église voisine. Mais Maastricht, pour ce sommet, cela a tout de même une signification européenne. À côté, à Liège, on parle français. À 35 km, c'est Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Et ici, on parle néerlandais. C'est la région des 3 frontières. C'est donc un symbole européen. Voilà pour le cadre. Sur le fond, que peut-on attendre du sommet de demain? En premier lieu, ce sera la rencontre des mécontentements. Entre les 10 pays, il y a un nombre de dossiers qui restent en suspens depuis des mois et quelquefois des années. D'abord la pêche. Madame Thatcher manœuvre depuis des mois pour garder ses eaux territoriales et son poisson pour elle. C'est grave pour les pêcheurs français et encore plus pour les Allemands qui sont juste en face. Alors certainement, dès demain, le marin de Hambourg, Helmut Schmidt, va parler chalutier. Et puis on parlera aussi des prix agricoles. On parlera de la sidérurgie qui va mal dans toute l'Europe, des automobiles japonaises, et puis les relations Est-Ouest, avec la question d'Afghanistan et la situation polonaise, le dialogue Nord-Sud. Bref, il est peu probable que des décisions définitives soient prises en quelques 6 ou 7 heures de discussion sur des questions aussi graves et aussi épineuses. Nous verrons pourtant demain ce qui pourra avoir avancé dans cette réunion que certains ici à Maastricht appellent peut-être un peu vite un sommet de transition. Oui, normalement, les conseils européens n'évoquent pas les grands problèmes du monde, ou ils ne les évoquent que lorsqu'ils sont vraiment très importants. Ce fut le cas à Venise au début des années 80, au début de l'année 80 plutôt, mais là, il y avait l'affaire de l'Afghanistan. Demain, les 10 évoqueront peut-être la situation actuelle en Pologne. À Varsovie, les pourparlers ont commencé entre les syndicats Solidarité et le gouvernement. Ils ont commencé dans l'après-midi. Des négociations mal engagées, selon l'entourage de M. Lech Walesa, et le préavis de grève pour demain n'a pas été levé. Et nous venons d'apprendre que ces pourparlers s'étaient achevés il y a quelques minutes seulement, sans qu'un accord ait été conclu. Ces fantassins, ces hélicoptères, ces chars qui se déploient sur le territoire de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne de l'Est et de l'URSS, ces manœuvres Soyouz 81 du pacte de Varsovie, manœuvres prolongées à dessein, expliquent pourquoi les difficultés des amis de M. Walesa ne sont pas une simple péripétie syndicale. La conception que M. Walesa se fait de l'organisation syndicale et de ses rapports avec le pouvoir politique est très mal vue, surtout à Moscou, car le mouvement Solidarité met en cause les principes essentiels du système dit socialiste, à savoir suprématie absolue du pouvoir politique, celui du Parti communiste. Du coup, on peut craindre une intervention des amis de la Pologne, comme ce fut le cas pour la Tchécoslovaquie en 1968, une intervention avec des moyens dont nous avons sous les yeux un échantillon de la puissance. Bien sûr, Varsovie 81, ce n'est pas Prague 68. Le gouvernement polonais ne cesse de répéter qu'il reste fidèle au camp socialiste. Apparemment, l'URSS n'en est qu'à moitié convaincu. Et M. Walesa, qui a recommencé aujourd'hui à négocier difficilement, on vous l'a dit, avec le gouvernement de Varsovie, est devenu trop fin politique, trop conscient des risques que court son pays pour dépasser une mesure même délicate à évaluer. En face de lui, il a des interlocuteurs d'autant plus compréhensifs qu'ils savent eux aussi ce qu'ils risquent à une épreuve de force. C'est là la meilleure raison d'espérer. Oui, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue il y a quelques secondes seulement. Les manœuvres du pacte de Varsovie sont prolongées en Pologne. C'est une information qui émane d'une source syndicale polonaise, des syndicats Solidarité.
2 morts en Espagne en moins de 24 heures, 2 officiers, l'un d'entre eux était d'ailleurs à la retraite depuis quelques mois, assassinés par des terroristes. Ce matin, la presse espagnole a réagi avec virulence contre ce déchaînement de violence. Presque tous les éditoriaux soulignent le caractère fascisant des séparatistes basques et demandent une répression plus énergique de l'ETA. Un conseil des ministres s'est d'ailleurs réuni à Madrid sous la présidence de M. Calvo Sotelo au moment où les obsèques de l'une des victimes étaient célébrées. Les ministres espagnols vont étudier de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Les forces françaises installées en République centrafricaine sont intervenues aujourd'hui. Une intervention pacifique. Il s'agissait d'évacuer quelques 70 Français habitant dans le fief de M. Ange Patassé, l'adversaire malheureux de M. David Dacko lors des dernières élections présidentielles. Par ailleurs, les soldats français ont pris également position sur l'aéroport de Bangui pour en assurer la protection. L'élection présidentielle n'a pas clarifié la situation en Centrafrique. M. David Dacko a été élu, certes, mais son adversaire direct, M. Patassé, estime que le résultat de ces élections est un résultat truqué. Et pour M. Patassé, la responsabilité de Paris est d'ailleurs engagée dans cette affaire. En Italie, le gouvernement s'est réuni cet après-midi pour examiner la situation de la lire. La monnaie italienne, sans être dévaluée, pourrait, disons, et c'est assez technique, flotter plus librement qu'elle ne le fait actuellement au sein du serpent monétaire européen. Une dévaluation camouflée tout de même. Mardi prochain, nous serons le 24 mars, et il y aura un an, jour pour jour, que Monseigneur Romero, archevêque de San Salvador, était assassiné. Aujourd'hui, les églises catholiques, protestantes et orthodoxes de France appelaient à la prière pour les peuples opprimés et les églises persécutées, sous quelque régime politique que ce soit, mais tout de même avec une insistance particulière pour les pays d'Amérique centrale. Il y a près d'un an, le jour des funérailles de Monseigneur Romero, nos confrères de la télévision hollandaise avaient filmé l'hommage du peuple salvadorien, le petit peuple salvadorien, à son évêque. Au beau milieu de la cérémonie, une violente fusillade éclatait. Je vous propose un extrait de ce document qui, en février dernier, recevait le premier prix dans la catégorie magazine d'actualité. C'était au festival de Monte-Carlo. On l'appelait la voix des sans-voix, l'homme qui parlait haut et fort pour tous les opprimés, paysans sans terre, syndicalistes assassinés, familles de disparus ou de prisonniers. La veille de sa mort, un dimanche, il avait demandé aux soldats dans son homélie de cesser la répression et de ne pas obéir aux ordres contraires à la loi de Dieu. C'en était trop pour ses détracteurs qui abattaient, le 24 mars dans la chapelle d'un hôpital, Monseigneur Oscar Romero, archevêque du Salvador. Une semaine plus tard, pour ses obsèques, 200 000 personnes étaient rassemblées devant la cathédrale de San Salvador pour lui rendre un dernier hommage. 200 000 personnes sur les 5 millions d'habitants que compte ce minuscule pays d'Amérique centrale où 2% des citoyens possèdent 60% de la terre. Nous sommes le dimanche 30 mars, il est midi moins quart, lorsque des francs-tireurs appartenant à l'extrême droite vont ouvrir le feu sur la foule et contre la façade de la cathédrale alors que le service religieux est en train de se terminer. Plus de 50 morts et 200 blessés seront ramassés dans la rue par les milices de sécurité des organisations révolutionnaires qui attendront plus d'une heure les ambulances et qui réclameront l'arrivée de la police et de l'armée pour établir l'ordre. En vain, pas un seul uniforme ne se montrera ce dimanche 30 mars devant la cathédrale de San Salvador. Ce sera un tournant dans l'histoire du pays. Pour tous les Salvadoriens, le gouvernement a montré ce jour-là son vrai visage en refusant d'intervenir. La scission allait être désormais complète entre les organisations de gauche modérées, partisanes d'un dialogue, et la junte militaire, dont l'un des représentants n'hésitait pas à parler de la paix des 100 000 morts. Venir a oír la misa aquí. Sí, solo para eso. Vinieron los dos ellos y él llegó y ella no ha llegado. Ojalá ustedes pudieran decir lo que está sucediendo en este país. Non, personne ne comprend plus ce qui se passe dans ce pays, où 9000 personnes ont été assassinées l'année dernière, engagées, bien malgré elles, dans une guerre civile. Personne ne peut imaginer l'issue d'une situation où chaque jour sont repoussées un peu plus davantage les limites de la violence politique.
Oui, aujourd'hui au Salvador, la guerre continue. Selon le successeur de Monseigneur Romero, 317 personnes auraient été tuées la semaine dernière. Selon le Front de Libération Nationale du Salvador, 27 enfants âgés de 2 jours à 12 ans figurent parmi les victimes. Et nous avons reçu il y a quelques minutes seulement des images du Salvador, un camp de réfugiés peuplé de familles d'agriculteurs. Ces familles ont dû fuir leurs terres ravagées par la guerre civile. Des images qui vont vous en rappeler d'autres, des images qui rappellent celles tournées en Ouganda il y a quelques mois ou au Bangladesh il y a quelques années. Pour lutter contre cette détresse, les mouvements humanitaires font appel à la générosité dans le monde entier. Et c'est ainsi qu'à Blois, mardi prochain, un groupe de commerçants organise un gala. L'argent servira à affréter un avion pour le Salvador. Ces commerçants répondent ainsi à l'appel des mouvements Médecins sans frontières, Médecins du monde et Solidarité internationale. Le pape Jean-Paul II a parlé de l'avortement aujourd'hui en s'adressant à quelques 30 000 fidèles qui étaient rassemblés place Saint-Pierre à Rome. Jean-Paul II a invité les catholiques du pays à s'opposer de toute leur force à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Et oui, le journal des présidentielles, plus que 35 jours. Le décret publié ce matin au journal officiel confirme que les électeurs seront appelés aux urnes pour le premier tour le dimanche 26 avril. Une commission nationale de contrôle des opérations de vote a d'ailleurs été constituée. Parmi les personnalités qui en font partie, M. Barbet, le vice-président du Conseil d'État, M. Robert Schmelk, le premier président de la Cour de cassation, et M. Bernard Beck, le premier président de la Cour des comptes, 3 grands juristes donc. Pendant que la machine officielle se met en place, les candidats, eux, poursuivent bien sûr leur campagne. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, M. François Mitterrand a parlé de l'agriculture dans une interview accordée à l'agence centrale parisienne de presse, l'ACP. Pour M. Mitterrand, l'un des grands problèmes à résoudre en France en ce moment, c'est celui de l'exode rural. Et le candidat socialiste propose de doubler la prime d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Il souhaite par ailleurs que le gouvernement montre la fermeté nécessaire pour obtenir à Bruxelles une augmentation des prix agricoles de 15% au moins. Madame Pelletier, qui préside les comités de soutien à la candidature de M. Giscard d'Estaing, a condamné, elle, dans le journal du dimanche, les propos de M. François Mitterrand sur la politique étrangère de la France. Il ne faut pas confondre le droit légitime à la critique, déclare Mme Pelletier, et les coups bas qui sont de nature à affaiblir le crédit international de la France. Et puis, et je crois que cette émission n'est pas encore tout à fait terminée, M. Jacques Chirac était, il y a encore quelques secondes, donc l'invité du Club de la presse d'Europe numéro 1. Et, vous savez que je suis à la fois hostile à l'étatisme bureaucratique et inefficace qui s'est développé dans notre pays depuis quelques années sous l'autorité de Valéry Giscard d'Estaing et au collectivisme qui ne manquerait pas d'être la conséquence de l'élection de François Mitterrand. Et c'est pourquoi je propose une autre voie. Mais j'observe que dans l'état actuel de la campagne, aucun des deux candidats auxquels vous faites allusion n'a clairement défini ce que serait la façon dont il conduirait les affaires de la France s'il était élu. Aussi, vous comprendrez que j'attende pour me prononcer d'être mieux informé et que ces candidats aient été plus précis. Ce que je peux néanmoins vous dire dès maintenant, c'est que fidèle à mes convictions, fidèle à ce qui a toujours été mon comportement politique, je ne prêterai jamais la main à l'établissement d'une société qui ne respecterait pas les principes d'initiative, de liberté, de responsabilité pour lesquels je me suis toujours battu. Bien, alors Daniel Brême, nous venons de l'entendre, M. Chirac, qui a réaffirmé vigoureusement ses convictions, mais sur le problème du deuxième tour, est-ce qu'il a éclairé votre lanterne? Eh bien, toujours pas. Il refuse de répondre à cette question en disant « Moi, j'ai fait des propositions, j'offre une troisième voie. Pourquoi ne demandez-vous pas aux autres de se prononcer par rapport à mes propositions ?» Alors, visiblement, Jacques Chirac se défend comme un beau diable et ne veut pas que sa candidature soit considérée au premier tour comme marginale par rapport à celle de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Il ne veut pas disparaître dans la trappe dès le premier tour. Mais c'est dans la même optique qu'il a affirmé dès le début de l'émission d'Europe numéro 1, souvenez-vous, j'ai dit que je serais élu maire de Paris, j'ai dit que la majorité gagnerait les élections en 1978, or tout le monde prédisait le contraire. C'est moi qui ai eu raison, je prédis que je serai
candidat au deuxième tour des présidentielles. Alors, il a... Et que M. Chirac sera élu, il le précise en plus. C'est ça, oui. Non seulement candidat, mais qu'en plus il sera élu. Bien sûr. Enfin, il a d'autre part intrigué en posant une question par rapport à une déclaration du président de la République. Et me semble-t-il, il a montré le bout de l'oreille. Il a dit, le président de la République dit qu'il devrait y avoir un contrat de majorité. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Car si ce contrat doit exister, ce n'est pas après les élections et par des combinaisons d'état-major, mais on doit dire tout de suite et devant l'opinion de quoi il s'agit, de façon à ce que tout le monde se prononce clairement. Alors, à la question, vous voulez des négociations, il se récrit, non, mais pour un contrat, les conditions doivent être claires. Alors, il me semble que Jacques Chirac souhaite visiblement avoir des assurances pour l'avenir de son mouvement, ou alors, tout simplement, est-ce une manière de demander, de poser des questions au président de la République par rapport à lui-même, de façon à compter sur le terrain politique. Bien, nous verrons bien. En tous les cas, en marge de cette candidature de M. Jacques Chirac, les radicaux qui soutiennent l'ancien président du RPR ont été suspendus aujourd'hui par le parti de la place de Valois. C'est M. Bariani qui a annoncé cette décision en rappelant que les radicaux socialistes avaient décidé de soutenir M. Giscard d'Estaing et non pas M. Chirac. Et puis je vous rappelle que M. Georges Marchais sera demain soir à 20h30 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel pour Carte sur table. Carte sur table sur Antenne 2, bien sûr, 20h30 demain soir, invité M. Georges Marchais. Voilà pour ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qui se dira demain, mais le scrutin approche, alors je propose d'ouvrir une nouvelle page de notre dictionnaire des élections, le mode de scrutin pour les présidentielles. Le président de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue. Le scrutin a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration du mandat du président sortant. Pour être candidat, il faut être âgé de 23 ans, être parrainé par 500 personnalités, maires, parlementaires, conseillers généraux, membres des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer. Ces parrainages doivent émaner de plus de 30 départements. 15 jours au plus tard avant le premier tour, la liste des candidats acceptés par le Conseil constitutionnel est publiée au journal officiel. Si au soir du premier tour, aucun des candidats n'a rassemblé sur son nom la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour de scrutin est organisé. Ce second tour a lieu 2 semaines plus tard. Il oppose, sauf désistement, les 2 candidats les mieux placés au premier tour. En cas de contestation, seuls les candidats sont habilités à déposer une réclamation dans les 48 heures suivant le scrutin. C'est le Conseil constitutionnel qui tranche. C'est également le Conseil constitutionnel qui proclame le résultat de l'élection présidentielle. Voilà pour ce journal des élections. Les 16 000 policiers en civil français sont mécontents. C'est ce qui ressort du congrès du syndicat national autonome des policiers en civil qui se tenait à Rennes. Ce syndicat qui compte 10 000 adhérents et qui regroupe 70% des voix à peu près lors des élections professionnelles estime que le service public de la police nationale se dégrade. Nous roulons paisiblement vers le précipice, dit ce syndicat, et personne ne bouge. Alors, raison de ce malaise, le recrutement mené d'une manière incohérente, l'état des locaux souvent déplorable et les véhicules peu nombreux et parfois détournés selon le syndicat de leur destination première. Le syndicat des policiers en civil a décidé d'adhérer à la puissante fédération autonome des syndicats de police. La fièvre afteuse semble reculer dans les côtes du Nord. Depuis 4 jours, la situation s'est stabilisée. Des dizaines de milliers de bêtes ont été vaccinées et des milliers d'autres ont dû cependant être abattues. Pour l'instant, la contagion semble être enrayée. Zone touchée, la région bretonne de Lamballe, près de Saint-Brieuc. C'est une des capitales de l'élevage porcin en France. La vallée des cochons dans les Côtes du Nord. La plus forte concentration mondiale de porcs. 1 500 000 dans le département et 700 000 bovins. Donc la fièvre afteuse est une catastrophe. Alors le plan Orsec sanitaire est draconien et les abattages autoritaires totalisent 9 000 bêtes, dont les 1520 d'un éleveur traumatisé par la perte de tout son troupeau. C'est le fruit du travail d'une vingtaine d'années, quoi. C'est travailler une vingtaine d'années pour monter un élevage et puis voir ça s'en aller brutalement. On va recommencer à zéro, comme un jeune, comme un élevage neuf. Plein de courage. Faudra bien.
On n'a pas le choix, bon, parce que j'ai 49 ans, j'ai 5 enfants, bon, encore des remboursements ferroviaires agricoles, des bâtiments à finir de payer, et à vivre, tout ça, il faudra bien faire quelque chose. Il y a un autre problème qui se greffe derrière, qui est celui du manque à gagner, le manque de rentrée pendant des mois. Cet éleveur vous a dit qu'il lui faudrait de 20 à 24 mois, 2 ans, pour retrouver son niveau avant l'abattage. Donc d'ici cette période, il va avoir ses pertes et il va falloir y faire face. Donc la profession agricole et notamment syndicalisme et chambre d'agriculture discutent avec le ministère de l'Agriculture justement de l'indemnisation et de ce qui sera versé à ces éleveurs. Lamballe, à la salle municipale depuis le 4 mars, voici l'état-major de crise de la fièvre. La cocotte, dit-on dans le monde de l'élevage. C'est ici qu'ont été distribués les hectolitres de doses nécessaires à 572 000 vaccinations, un véritable marathon, presque 24 heures sur 24, parallèlement aux abattages, pour préserver le plus vite possible le reste du cheptel. Mais si l'on voulait éloigner vraiment cette maladie moyenâgeuse, il faudrait une décision extrêmement coûteuse. Il y aurait une solution, bien sûr, ce serait de vacciner toutes les espèces sensibles. C'est-à-dire les bêtes à pieds fourchus. C'est ça, les bovins, les porcins, les ovins, les caprins. Mais le problème, c'est un problème économique. Alors, il faut d'abord protéger les animaux à potentiel génétique difficile à reconstituer. C'est d'abord les bovins. Parce que pour refaire un troupeau à 5500 litres de lait, c'est plus difficile que pour refaire un troupeau de truies. Il y a environ 4 ou 5 ans de travail pour refaire un tel troupeau. Donc on protège les bovins par une vaccination obligatoire annuelle. Tandis que les porcins et les ovins caprins ne les vaccinent qu'en cas d'épizootie, d'autant plus que leur protection ne dure pas 1 an, là. Elle ne dure que 6 mois environ. Il faudra donc vacciner 2 fois par an. Vaccination et abattage terminés. Pas de nouveaux cas depuis jeudi. Mais on n'aura que dans quelques jours la certitude du bout du tunnel pour le secteur de l'épizootie, 30 km sur 15, où étables et porcheries décimées devront rester silencieuses pendant 2 mois. La difficulté venant de la contagion de l'ultravirus. Oiseaux, vent ou encore pneus de voiture. C'est pourquoi des centaines de gendarmes, pompiers appelés techniciens vétérinaires désinfectent impérativement tout ce qui sort des 55 communes coupées du monde. Oui, en Normandie, dans les départements de la Manche et du Calvados, les préfets ont pris plusieurs arrêtés de suspicion de fièvre afteuse hier. Il est vrai que la précédente épizootie, il y a 2 ans, avait causé, et elle venait de Bretagne, d'énormes dégâts en Normandie, notamment dans la région d'Isigny. Une information pour homicide involontaire a été ouverte samedi par le parquet de Dijon à la suite de la collision ferroviaire qui a fait 2 morts vendredi soir à Beaune. Grièvement blessée lors de l'explosion d'un obus de mortier à Bremelbach dans le Bas-Rhin, une petite fille de 9 ans est décédée ce matin à l'hôpital de Strasbourg. Cette explosion aura tué finalement 6 enfants. 2 enfants blessés sont encore soignés à l'hôpital. Et puis en Corse, un drame pratiquement semblable a peut-être été évité de justesse. À quelques kilomètres au sud de Bastia, des enfants ont découvert 8 obus de mortier datant de la dernière guerre. Et 2 de ces enfants ont ramené chez eux 2 de ces obus. Ils ont eu de la chance, les 2 obus étaient désamorcés. Les 6 autres engins, qui étaient eux actifs, ont été détruits par un artificier de la base aérienne de Solenzara. Nous avons déjà beaucoup parlé du scandale provoqué par le transport des chevaux de boucherie. Mais en France, de malheureux chevaux sont souvent sacrifiés un peu vite dans le milieu des courses, dans le milieu hippique. Des chevaux qui parfois ne souffrent pas du tout de blessures graves. Tous, pourtant, ne finissent pas en beefsteak. Pierrette Bresse a ainsi découvert à Maisons-Laffitte un véritable ange gardien pour chevaux condamnés. Mais cela va peut-être vous surprendre. Eh bien, cet ange gardien, c'est la dernière personne à laquelle on aurait pu penser. C'est le boucher chevalin lui-même. Pierrette Bresse l'a rencontré. C'était il y a 2 semaines à Auteuil. Bulligan, qui a pourtant déjà gagné plusieurs courses d'obstacles, vient de faire une chute qui a désarçonné son jockey. Très à l'aise, il finit son parcours tout seul. Il s'est fait mal, Jean-Paul? Non, 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 c'est absolument rien. Il s'est simplement un petit peu gratté les fanons. C'est dû au terrain défoncé. C'est pas grave du tout. Finalement, Bulligan, c'est un cheval chanceux parce qu'il n'arrête pas d'avoir des sursis comme ça. Et oui, il a eu son histoire. Je l'ai acheté dans le box du boucher. Combien? Je l'ai acheté 4 000 francs et il nous a gagné actuellement 180 000 francs.
Contrairement à beaucoup d'autres chevaux, Bulligan est né sous une bonne étoile. Condamné à mort par ses propriétaires qui étaient en litige, le boucher chevalin de Maison Lafitte lui a sauvé la vie en trouvant un entraîneur qui accepte de le racheter. C'est une histoire peu banale, celle de Louis Le Pennec, le boucher sentimental qui aime les courses. C'est le métier de boucherie, d'accord, on est sentimental au possible, c'est normal. Et c'est pas parce qu'on est boucher qu'on n'est pas sentimental. Parce qu'ils ont besoin de libérer des box avant les ventes de yearling à Deauville, ou parce qu'ils ne veulent pas qu'un confrère risque de réussir avec un cheval là où ils ont échoué, certains propriétaires ou entraîneurs n'hésitent pas à faire tuer leurs chevaux, dits de réforme, parce qu'ils ne courent pas assez vite. C'est ainsi que Bulligan et son compagnon d'écurie Daronda se sont retrouvés un jour chez le boucher chevalin, qui n'a pas eu le cœur de les sacrifier. C'est-à-dire, il y avait deux poulains, il y avait Bulligan et Daronda. Et alors, bon, j'ai eu contact avec M. Gallorini, il est venu voir les poulains à l'écurie. Et ils étaient, pour ainsi dire, entre les deux, soit la boucherie, ou essayer de leur sauver la tête. Quoi. Pour quelle raison vous avez pris la décision de ne pas les abattre? Ça vous a fait de la peine de les voir arriver comme ça? Oui, parce que vraiment c'était de beaux poulains, quoi. Vous vous souvenez peut-être près du nombre de chevaux que vous avez pu sauver comme ça, en gros? Vous savez, j'en ai sauvé pas mal. Depuis 10 ans. Je ne peux pas vous dire combien, mais pas mal. Hein. Et des chevaux qui ont réussi ensuite une carrière de course? Ah bah oui, bah, j'en ai acheté, moi j'en ai eu. J'ai eu Cap-Sissier par exemple. J'ai eu Cap-Sissier, bon bah ma foi, naturellement il a un accident, mais c'était un très bon cheval, on a gagné 3 courses avec. Et puis qu'est-ce que vous avez eu? Avec M. Touzé, quoi. Oui. Un vieux cheval aussi, un grand bonheur. C'était à Vézéler, ma foi on a gagné un peu d'argent. On ne l'a pas gardé longtemps, on l'a gardé 1 an, mais enfin on a gagné un peu d'argent avec. Alors Jean-Paul Gallorini, vous avez racheté Bulligan et Daronda pour le prix de la boucherie? Oui, c'est ça. J'ai débuté avec des chevaux de récupération, des chevaux à 5 000, 6 000. La peau d'or a été achetée 6 000 francs. Et il a gagné combien à la peau d'or? La peau d'or, il a gagné plus de 100 millions, lui. C'est le crack d'Auteuil. Il va en gagner encore 100 au moins. Au moins. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez sauvé un cheval et qu'il gagne des courses après? Ça fait plaisir. Premièrement, ça fait déjà plaisir. Vous avez l'impression d'avoir fait une œuvre... Bah oui, c'est normal. Ah, mon père. Boucher qui aime bien les bêtes. Restons dans le domaine du cheval et justement des courses hippiques. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil, un tiercé avec 17 partants. Alors nous allons retrouver Pierrette Bresse et les chevaux dans les derniers mètres de cette course du tiercé. Comme prévu, Grandac a prouvé sa supériorité dès le début de la course en prenant 15 longueurs d'avance sur le peloton. À la sortie du dernier tournant, Grandac est toujours détaché devant King du Hélier, qui pourtant se rapproche, suivi de Maritimo, devant Angel, qui est à la lutte avec Massideo et Gériman. Plus loin viennent ensuite Jetstream et Nicandros. Les chevaux vont sauter l'avant-dernière et Grandac, tout à fait à l'extérieur, conserve son avance sur King du Hélier, qui fait pourtant un bel effort. Maritimo vient le long de la corde avec Massideo et Angel. Sans doute fatigué, Jetstream fait une faute et tombe. Il reste encore une haie à sauter. Grandac, nettement supérieur, assure tranquillement ce dernier obstacle. Il n'a plus rien à craindre de King du Hélier, qui se bat maintenant pour les places avec Maritimo, Massideo et Angel. Derrière eux suivent Gériman et Nicandros. Grandac, le long des tribunes, a course gagnée, pendant que Maritimo prend l'avantage à King du Hélier, qui finira 3e. Grandac, c'est un grand champion monté par un crack jockey, Denis Leblond, qui porte ici la casaque de Daniel Wildestein. Arrivé du tiercé 1, 2, 7, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 632 francs 50, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 126 francs 50. Je vous parlais de la tempête qui a soufflé sur la France cette nuit. Elle n'a pas duré très longtemps et les vents vont se calmer sérieusement maintenant. Demain, au lever du jour, le temps sera brumeux et frais sur les régions du centre et du nord-est, avec même quelques gelées blanches. Il y aura aussi des nuages avec quelques pluies en début de journée sur la Bretagne, le Cotentin. Ce temps maussade s'étendra le soir sur toute la moitié nord du pays. En revanche, sur la moitié sud, et vous le constatez sur notre carte, temps assez beau avec soleil et des températures très agréables pour la saison, mais il est vrai que nous sommes déjà en printemps. Voilà, cette édition est maintenant terminée. À 23h20, c'est Gérard Rolls qui vous donnera les derniers développements de l'actualité de cette journée. Demain, Antenne de Midi recevra l'une des plus grandes cantatrices de notre époque, Madame Montserrat Caballé. Et puis, je vous rappelle que demain soir à 20h30, Georges Marchais sera l'invité de Cartes sur table sur Antenne 2. Bonne soirée.